Après ça, il y a beaucoup d'activités. Nous autres, au niveau, on a accès beaucoup sur l'activité de culture. Parce que le Cambodge, partout se trouve le peuple khmer, c'est tout sur la culture. La culture, la danse, Apsara, toutes sortes de danses, culture, où se trouvent les Cambodgiens, le peuple khmer, c'est la culture et l'art. Ce photo ici, c'est un autre groupe que s'appelle le Festival Khmer Kram. Le Festival Khmer Kram, c'est un... Pourquoi j'ai posé là? Parce que je veux vous montrer que on a vraiment oublié, il y a une grande partie de Cambodge qui appartient au Vietnam, présentement. Il y a 25 provinces. C'est comme M. Tony et bien Tony, you are from Khmer Kram, so you know how they have been arrested, they have been killed, they have been treated. So they have, so ils ont fait le festival une fois par année avant, mais maintenant on a mouru parce que le leader est malade et ça fait comme 6-7 ans on n'a pas ce événement là. Après ça, c'est vraiment beaucoup de phénomènes de culture. On continue, s'il vous plaît. Il faut montrer le volume un peu. C'est ça, comme je dis, où se trouvent les Cambodgiens, le peuple khmer, on a toujours des danses de culture khmer. C'est ça, il y a d'autres aussi, on a fait des activités à travers la ferme, une ferme communautaire cambodgienne à Laval. Ça, c'est un autre festival de culture qui est organisé par Som Camera. Som Camera, c'est où se trouve le pirate et les autres mon camarade n'est pas capable de nous dire malheureusement, mais il y a beaucoup de bons ici, surtout des membres des Som Camera. Le Som Camera, on fait beaucoup domine beaucoup de scènes culturelles à Montréal. Il y a plusieurs années de suite, jusqu'à récemment, avant le Covid. Ça continue à tous les années. Une prochaine pause. Après le centre de Camera, il y a d'autres phénomènes, d'autres festivals continus, surtout le festival qui est organisé par la partie politique. Je pense que quand il y a des relèves, parce que le centre Camera est comme une fait une pause, parce que comme je dis, on est vieilli, on n'a pas de remplacement. Il y a d'autres personnes qui embarquent ma génération. On a fait beaucoup d'efforts pour lutter contre le droit humain, pour garder le droit humain. On a fait beaucoup de conférences, de congrès pour expliquer, pour supporter la démocratie et le droit humain. C'est comme une excusez-moi, hein? C'est les minutes.
conférences, des congrès, des activités, des levées de fonds pour supporter la démocratie et le développement au Cambodge. On a fait vraiment beaucoup, même ici, on a fait plusieurs fois, on a fait ailleurs aussi. La vidéo, c'est seulement 5 minutes, mais moi, je ne vais pas trop longtemps de la faire, on peut parler. On a fait un levée de fonds au restaurant Minimo 2 fois par année pour supporter l'activité, la nouvelle langue cambodgienne au mois d'avril et au mois de décembre, la fête chrétienne, la Noël. Voyez-vous, ici, c'est dominé la partie politique, ça domine pas mal dans la communauté. On a même fait la saucisse pour faire la levée de fonds. Ça, c'est après ça, il y a des manifestations. Aujourd'hui, la manifestation, les Cambodgiens pour supporter les codes, droits humains et de démocratie au Cambodge, on a fait la manifestation minimum, une grande manifestation une fois par année pour l'accord de paix de Paris. Après ça, on a fait même jusqu'à 4 fois, 5 fois par année. On a vraiment arrêté le jour, l'été, l'hiver, l'automne, on a fait tout le temps. Et on a fait à Zoubouli, la dernière 10 ans, on a fait plusieurs. On a fait, voyez-vous ici, pendant l'hiver, on a fait ça. Et il fait froid, comme ça dire. Il faisait froid. On a fait plusieurs places, tantôt c'est devant le bureau de M. Distacrido, la circonscription Papineau. Ça aussi, en l'autre hiver, on a fait des centaines participé. Je vous dis, on a fait beaucoup. On a même, à la fin, on a même descendu jusqu'à. Ça, c'est au Super Philippe, au Carré Philippe. On a fait à Ottawa, on a plusieurs fois à Ottawa, des centaines, on fait à Ottawa. Excusez, il y a ma photo, mais c'est pas justement parce que vous avez des photos, on a fait même aux États-Unis, à New York, devant le bureau de UN. On a fait même, et même pendant l'hiver, on a fait c'est moi. On a fait même jusqu'à devant la maison grande de décembre l'hiver et on a mangé parce qu'on a travaillé, on travaille, donc on mange pendant l'hiver. C'est ça. Donc la première présentation, on peut arrêter là parce que je crois que c'est pour vous expliquer qu'on a fait beaucoup pour les diasporas ici à Montréal. Vraiment, on remercie beaucoup aux activistes ici. Le deuxième, je vais vous présenter les démocraties au droit. Après, c'est plus vite, je pense, parce que. Ah ouais, c'est ça. Démocratie et le droit au Cambodge. Pourquoi je prends ce sujet-là? Parce que le Cambodge a déclaré comme le pays démocratique selon l'ONU. On a reçu des milliards de dollars pour aider, pour développer le pays. Mais derrière ça, il y a tellement des magouilles, des cachettes, des choses. C'est ça que je veux présenter ça. Donc, je peux contrôler ici. C'est ça, il y a l'analyse façon politique et de la consolidation hégémonique du parti peu comme on dit, c'est la partie CPP. J'ai expliqué un petit peu l'histoire, pour pourquoi le pays de l'Est
de l'Ouest, on a injecté tellement l'argent de Cambodge, mais on va le voir. Voyez-vous ici, on commence par le 23 octobre 1991, l'espoir démocratique. C'est que les accords de paix de Paris visaient à instaurer la démocratie libérale, pluripartie après la décennie de guerre civile et le régime de Khmer Rouge par la mission UNTAC. On connaît très bien le mot UNTAC à prononcer en français. Et supervise les premières élections libres en 1993. Et dans ce temps-là, c'est la partie FONSIPEC qui gagne les élections générales, 45,7%. Et le PPC, c'est la partie de M. Hunsain qui a 38%. Donc, le pays est contrôlé techniquement par la partie démocratique. Mais malheureusement, la partie n'a pas de soldats, n'a pas de militaires, et la partie de CPP est contrôlée par Vietnam dans ce temps-là. C'est très difficile de s'en sortir. Donc, ils ont d'accord. Oh, ils ont d'accord de créer le pays. Il y a 2 premiers ministres et 2 ministres pour chaque ministère. C'est vraiment bizarre, mais c'est le seul pays au monde qui fait ça. C'est 2 premiers ministres et 2 ministres pour chaque ministère. Et l'espoir pour voir le Cambodge en pays démocratique. C'est ça, c'est que, le Cambodge, à cause de la misère, l'Iran, le Khmer Rouge, le monde sont exécutés à peu près comme 2 millions de personnes parmi les 7-8 millions. On a exécuté à peu près comme 11 cas, tout même plus que 11 cas. Donc, plusieurs pays occidentaux contribuent à verser des milliards de dollars pour aider le Cambodge. Je donne un chiffre ici, après, parce que durant l'élection, le pays de l'Ouest, l'ONU qui les a comme 2,5 milliards dans ce temps-là, en 1991 jusqu'à 1993. Après ça, le pays de l'Ouest continue à aider le Cambodge. Ici, le chiffre existe les États-Unis, ça a aidé 3 milliards. Le Canada, c'est un petit pays de 35 millions. On a aidé jusqu'à 800 millions de dollars. Jusqu'à là, on continue à aider le Cambodge. Et le Japon aussi a aidé beaucoup, c'est 3 milliards de dollars. Ils continuent à aider le Cambodge pour montrer le support des Cambodgiens et des Khmer pour s'en sortir la misère. C'est ça, le Cambodge a tout à recommencer à zéro. Plusieurs institutions, les lois et les règlements sont tous réécrits, sont rebâtis. Plusieurs NGO sont installés au Cambodge dans le but d'éduquer le peuple. Le Cambodge a signé plusieurs traités et conventions de l'ONU en 450. Le gros problème, c'est ici. Okay? La 450 signifie qu'on injecte tellement d'argent, mais il n'y a pas de suivi. C'est ça qui cause beaucoup de problèmes le dirigeant fait ce qu'il veut. Malheureusement, à partir le plus grave, de plus en plus grave, on sait que depuis 1990, le Cambodge est le plus grave. Mais le pire, ça s'est sorti depuis 2018. L'État devient une partie publique et contrôlée par une personne. Ce n'est pas juste contrôlé par une partie, je dis que l'État est contrôlé par une seule personne, c'est M. Hunsain. Aujourd'hui, le Cambodge, comme décrit comme en autocrate électoral, on a fait de l'élection, mais seulement la façade. C'est ça. Le Parti populaire du Cambodge contrôle toutes les institutions armées, police, justice, médias, rendant toute l'alternance politique impossible par les jeunes. Donc, c'est vrai, on fait de l'élection, mais l'élection par autocrate. Chaque liste est contrôlée par chaque famille de l'ex-ministre et le modèle de premier ministre. En
2018, je vais expliquer plus les détails, qu'est-ce qu'il veut dire ici, parce que le Premier ministre a transféré le pouvoir à son fils, et pour faire plaisir aux autres, il fait la même chose. Donc chaque ministre, il transférait le ministère à son fils et sa famille. Chaque responsable de province, il fait la même chose dans la commune, le village. On partage la richesse selon les intérêts du groupe. Signifie que si vous êtes dans la partie de politique de PPC, vous partagez la richesse, la ressource naturelle, les marbres, c'est toutes les arbres ou la forêt, tout sont partagés par le groupe. Le mécanisme de contrôle. Dissolution de CPM, c'est ça, de CMOP. En 2017, le Cour suprême a dissous le principal parti de l'opposition CMOP pour trahison suite à la C6C électorale de 2013. C'est ça, en 2013, l'élection presque libre, c'est pas aussi parfait comme 1993, mais c'est presque libre et le parti CNLP presque prend le pouvoir, mais ils ont fait quelque chose pour ne pas enlever le pouvoir, c'est ça. Et après ça, l'élection du CLP en 2023. En 2023, juste 2 mois avant l'élection générale, il disqualifie le parti de Bouzid. C'est le parti le plus populaire parce que c'est le parti qu'il a dissous le parti CNOP. Il y a un autre parti qui prend le relais, c'est pas le parti de Bouzid. Mais il ne permet pas, il accuse de tout ça pour éliminer la partie, pour que ce parti-là, le CLP, le parti de Bouzid, ne peut pas être dans le vote. Donc, je vais montrer plus tard c'est quoi le résultat. Et justice instrumentelle, c'est ça. Donc, en ce temps-là, il y a l'arrestation massive des condamnations de leaders comme Saka, parce que comme Saka, semble-t-il, est transféré le pouvoir comme Saka. Comme Saka, il prend la tête du parti, et après ça, il condamne 27 ans de prison pour neutraliser le tout dissident. Il suffit comme Saka qu'il associe avec les États-Unis pour faire tomber les Américains, le parti du pouvoir. Donc, jusqu'à l'élimination même la différence que celle de Hunter. La voie, depuis 2018, la voie est faite, la voie, je dirais, c'est pas juste la voie d'opposition, même la voie qui n'est pas d'accord de ce que le Premier ministre a visé est condamnée aussi, est condamnée. Ici, c'est la femme. Puis, je dis, je retourne un petit peu juste pour expliquer c'est que tous les élus qui gagnaient l'élection de 2013 ont tous vendu. La siège du Parlement sont vendus à nos partis, c'est partis, c'est pas partis c'est partis et ils sont tous vendus, même jusqu'à le chef commune. Le chef commune aussi, il vendent pour avoir l'argent au parti. Même ici, c'était l'ancienne commune de Sabran. Secours action des principaux partis d'opposition, c'est ça, le scénario préécrit 2023. Le 2023, excusez pas mis le numéro, c'est faire déjà.
ici on sait que c'est la scrutin non compétitif ensemble des principaux partis. L'élection de 2023, à cause qu'il a fermé complètement la partie de Bouzy, tous les 125 sièges du Parlement sont tous appartiennent au parti de CPP, à partir de Bretagne. C'est vraiment, il n'y a pas de cachette. Lui, toutes les parties, tout le Parlement, c'est à lui, 125 personnes. Donc, et la pression des États menace des sanctions pour ceux qui appellent au boycott. Les élections modifiées, interdiction de présenter aux futures élections pour la non-votant. La loi des élections, parce que tout le Parlement est contrôlé 100% par le parti CPP, il peut changer la règle, il peut changer n'importe quoi ce qu'il veut. C'est ça le légitime de Massa le porte. Il affiche le taux de participation de 85% à service pour la façade. Ici, c'est le résultat de l'élection. L'élection 2013, la partie populaire du Cambodge, c'est la partie de M. Gonzang. Ils ont eu 68 sièges par rapport à 55 sièges de notre pays ici. 2018, comme je vous dis tantôt, quand il a banni la partie d'opposition 2 mois avant l'élection, il a seulement une seule partie, mais il demandait le monde aller voter pareil. Il gagnait 100%, c'est 125 sièges. Et 2023, il a laissé un petit peu ici. Vous voyez-vous ici, il va laisser un petit peu 5 sièges à l'autre partie, ça s'appelle la partie principale, tantôt, la partie du roi. Okay? Mais aux autres, ils les comprennent parce que c'est juste pour partager le pouvoir. Société civile musulmane. Je vous dis tantôt au début, c'est que les pays, les grands puissants pays au monde contribuent à aider le Cambodge, contribuent à injecter, mais rendu à cette année-là, 2023, je pense qu'il y a plusieurs qui sont réalisés qu'ils ne peuvent plus. Parce que cela ne rien injecter l'argent, plusieurs pays puissants au monde sont retirés. Ici, ici c'est les médias, ils ont fermé la voie démocratie 2023. Le citoyen a pris des syndicats. En tout cas, il y a toutes sortes de restrictions. Il y a un ici qui est vraiment extra efficace, c'est que super sensible, le restrictif de la criminalité liée à l'État. Si vous faites la commentaire quelconque dans le Facebook, ou partez en petite vidéo quelconque pour n'est pas acteur, c'est pas con, je veux dire, c'est pas, même juste la différence un petit peu, je critique un petit peu de premier ministre. Quand le premier ministre qui dit quelque chose, il faut être d'accord. Il faut être d'accord. Bon ou pas bon, il faut être d'accord. Et à cause de la puissance de l'argent, tout le monde écrit une lettre que tous les ministères, tous les personnes qui ont des pouvoirs ou même le très populaire, ils ont tout écrit dans la lettre pour supporter le premier ministre. Et pour ceux qui n'est pas d'accord, dans le pays Iran, l'accord dans les 3 provinces, le plus grand territoire maintenant la CLV, l'association avec Laos, Vietnam, on a mis chaque pays dans les quelques provinces dans la frontière pour faire une ensemble, ok? Et le Cambodge, la plupart du monde n'est pas d'accord dessus. Ils ont arrêté la masse, arrêté des centaines de personnes. Et ceux qui n'ont pas demandé le pardon, ils sont encore en prison. Mais ceux qui demandent le pardon, ils sont en prison. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Maintenant, la succession dynastique, le transfert du pouvoir. Ici, après 38 ans de règne, Hussein a cédé son poste de ministre à son fils. L'élection 2023 supposait Hussein qui est la tête du parti, donc c'est lui qui est le. Si le parti gagne l'élection, il devient premier ministre.
Il utilise son nom pour faire la campagne. Il a changé la constitution juste un mois avant l'élection que, en tant que Premier ministre élu, il peut transférer le pouvoir, le Premier ministre à n'importe qui. C'est vraiment bizarre, ok? Il changeait la constitution, c'est vrai. Moi, quand je parle, il y a c'est frissons. Il changeait la constitution au mois et demi avant l'élection, quand il gagne le pouvoir là où il est le Premier ministre. Un mois après, il transférait le pouvoir à son fils. Et exactement le scénario, c'est comme ça. C'est ça ici, il dit que le gars ici, même, il est éduqué au pays occidental, il a le bachelor à West Point au l'école militaire, il a eu la maîtrise en économie aux États-Unis, aussi une à l'école, mais il a eu même le doctorat en finance et en économie à l'université Oxford aux États-Unis, en Angleterre. Donc il est bien éduqué, mais il fait ce qu'il son père. Regardez, je dis mon père exemple, c'est quoi la reine de cette famille-là. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça c'est M. Hussein, ça va mettre le fils aîné, le deuxième, le troisième. Oh, je pense que c'est le deuxième, c'est le en tout cas. Il y a 5 enfants, ok? Chaque enfant, ils ont des rôles incroyables. Lui, il a il a transféré le pouvoir à son fils, mais lui est encore la tête de toute la situation. Il est président du Sénat, il est acting comme head de state, c'est le pouvoir, le même pouvoir que le king, le roi de Cambodge, ok? Il c'est le même pouvoir comme le roi Népalais, c'est lui qui remplace le roi. Et président de CPP, la partie de Hussein. Après ça, il est chairman du Supreme Privacy Council. Et le fils aussi, les autres fils sont tous bien organisés. Le fils aussi, lui, il est député prime minister, et aussi, lui, il est vice-premier ministre, il n'en a pas marqué ici, mais lui, il a tous les premiers ministres. Okay? Et toutes les filles sont toutes des grands businessmen, tout appartient aux autres. Tout le système business Cambodge appartient à cette famille-là. L'emprise à la mort, de down un petit peu à la mort. Selon l'emprise de perception de corruption, c'est l'IPC de 2025, le Cambodge obtient un score 26 ans. C'est la 163e pays parmi les 140 pays pour la corruption. C'est juste, je pense que c'est vraiment le musulman que le Cambodge est au-dessus. Après ça, l'emprise de droit judiciaire, le WJP ici. En 2025, le Cambodge occupe 141e, c'est 143e. Après ça, la liberté de presse vient qui est spéciale dans le Cambodge, c'est vraiment ça existe un petit peu de dépendissement pour juste pour comparer. C'est ça ma question au niveau de l'orientation de demande. Est-ce que c'est mieux le pays soit communiste ou c'est un régime de démocratie de façade? L'État de communisme est contrôlé par un groupe de personnes. L'élection, comme là, souvent, le président, ce n'est pas du parti, mais le parti est contrôlé par plusieurs personnes dans la partie. Ici, c'est monarchie constitutionnelle démocratique libérale. C'est vraiment en gros nom. L'élection multipartie organisée, mais l'opposition sérieuse est disqualifiée. Capitalisme de convenance. Pro-marxiste total, nationaliste, culte de la personnalité. Le Bouddha et la religion, mais l'État utilise la religion pour légitimer le pouvoir. Et je vous dis, il y a des millions, des milliards, on a trouvé avec le Rakhine,
qu'il nommait plusieurs néopnias, c'est comme le titre en Europe, comment ça s'appelle, en russe, comment ça s'appelle, alligator, oligarque, c'est le même type oligarque en russe, au Cambodge, on parle néopnias, mais il y a des opnias, néopnias, il y a des loups néopnias. Et chaque titre, il faut donner 300 000 euros. L'autre, lui, il y a l'autre titre, il y a donné 2 millions. Mais on ne sait pas ce qu'on a dans ça a donné où. C'est incroyable ça. Bref, en tout cas, il y a d'autres ici, mais 10, n'oubliez que l'emploi de reconnaissance par Thaïlande et par le gouvernement Thaïlande. Aucun pays du monde appuie le gouvernement thaïlandais. Pourquoi est-ce que même nos alliés, même le Vietnam ou la Chine, qui est nos alliés, il n'a pas condamné Thaïlande non plus. Les dirigeants cambodgiens familiers ont laissé le Cambodge de Cambodge. Pour tout le monde se croit, peut-être, entendu le journal Wall Street Journal, qui est un gros article, il s'appelle Cambodia. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire Cambodia? C'est que la famille de Hun Sen, toute en Russie, va le scam. Après ça, je vous dis la fin, le peuple khmer est réglé. Le peuple khmer est réglé parce que je dis que c'est un peuple qui est vraiment accueillant. C'est un peuple qui est accueillant, mais pourquoi on a ramassé on a des victimes à cause de cette famille-là. On mérite mieux. C'est tout, je crois, je m'excuse un peu plus long parce que il y a tellement, je peux parler 4 heures, 5 heures ici concernant la famille de Hussein et Pamela. Merci beaucoup. Merci de votre belle présentation. C'est un sujet très intéressant qu'on peut écouter toute la journée. C'est très touchant pour nous. Nous vivons dans un pays démocratique où la liberté d'expression, liberté de vote, liberté de mouvement, liberté de pensée sont là pour nous. Mais il faut penser que pour atteindre cette liberté actuelle, combien de monde, combien de gens ont sacrifié leur vie pour que nous sommes actuellement. Alors, ce que je viens de constater, ce que M. Van Aert vient de présenter, c'est le régime totalitaire où il n'y a pas de place pour réfléchir, il n'y a pas de place pour argumenter, il n'y a pas de place pour réfléchir et trouver autre meilleur que ce qui est dit, ce qui est décrit. Et tout le monde doit se soumettre. Sinon, on sait la raison, ce que M. Van Aert vient de décrire. Alors, nous posons la question, où est la démocratie? La démocratie, c'est la liberté et le pouvoir appartient au peuple. C'est le peuple qui exprime à travers le suffrage universel. Donc, tout le monde, selon la loi, à partir de 18 ans, ont le droit d'exprimer, choisir ce qui le présente. La démocratie existe, il faut avoir 3 séparations. La séparation de pouvoir dans législatif, exécutif et judiciaire. Donc, ces 3 systèmes ne doivent pas être sous un même pouvoir une personne ou dans groupe. Il faut que la législation, la loi, le système judiciaire ne soit pas soumis à un système exécutif.
Ça fait que sinon c'est anarchique, c'est autoritaire, c'est totalitaire. Ce que quand M. Van Rett a bien décrit, alors la présentation suivante, nous allons voir, nous allons écouter comment est-ce la mobilisation par la voix, par le vote, par où commencer. Alors nous allons aborder le sujet par élection, la mobilisation pour le vote. Alors je passe la parole à M. Support. Alors, porte-parole est à vous. Thank you, Madam. Merci beaucoup. Sorry, I speak super particular petit français. So I speak English. Okay. Sorry about that. Okay. Chị Phương, right. From Saint Paul. From Hockey, British Columbia đó. Mà tạm sau mấy là mới cho cầm thi sự tham gia là cái này. So when I stay in Japan, so I flew from British Columbia yesterday in order to join this presentation today. And thank you for your attending today. My topic is about election. So you understand a lot about history of democracy. So right now we talk only focus only on election. So my talk will be divided into two parts. The first part is about overseas right to vote of the diaspora community. And the second topic is about this one. I am the president of the KOEC. KOEC means Khmer Overseas Citizens Assembly. So we just created this about 1 month ago. And this is campaign is ongoing. So I will talk in detail in the second topic. So let's go to the first topic, detail about how Cambodian Overseas can vote in Cambodian election. So we play a video, okay? Thank you. This presentation is part of The Next 50 Years, Evolving from Surviving to Thriving in the Khmer Diaspora, a conference held at Middlesex Community College in Lowell, Massachusetts, from March 27 to 2026. We begin with an introduction to articulate the Khmer diasporic communities and their reflection to the rest of the world. Key topics include reflection on the Khmer Canadian diaspora and the reasons for the Committee for Election Rights of Overseas Cambodians, or CEROC. This map illustrates Canada, where the Khmer diaspora community is currently seeking the right to vote in their home country elections. As of 2016, the estimated Cambodian population in Canada was 41,930, with significant numbers in cities like Montreal, Toronto, and Vancouver. Note that the actual population is likely more than these government statistics suggest. In Vancouver, British Columbia, there are 2 Khmer Buddhist temples serving the spiritual needs of the local community. Moving to Alberta, we find 2 Khmer Buddhist temples, one located in Calgary and the other in Edmonton. Ontario hosts a total of 8 Khmer Buddhist temples, including locations in Montreal, Ottawa, Toronto, and Niagara Falls. The total estimated population of the Khmer diaspora across several regions is over 1.1 million, with large communities in Thailand, the USA, and South Korea, highlighting the global scale of this community. The Committee for Election Rights of Overseas Cambodians, or CEROC, is the focus of this video. The CEROC works to advocate for the election rights of Cambodians living abroad. The motivation for this work stems from the Paris Peace Agreement of 1991, which transitioned Cambodia from conflict to elections. This includes personal involvement in the first UNTAC election in 1998 and advocating for overseas voters' rights. The UNTAC election in May 1993 marked a significant moment. Polling occurred across several days at both fixed and mobile polling stations, allowing widespread participation. This photo reflects my high school life in 1993. Angkor Wat was a significant site for friends to visit and contemplate. My educational path became interdisciplinary, evolving from archaeology and art history to include philosophy, religions, languages, and political science, following nearly 14 years in the monastery after high school.
This image highlights a letter I wrote to the editor of the Phnom Penh Post, advocating for electoral reform and the inclusion of overseas Cambodians in the voting process. This publication was later sued by Canada. The next section covers questions and answers about the right to vote for overseas Cambodians. This includes topics such as whether Cambodians need this right and the legality of the process. Why do Khmer people overseas need the right to vote? Their right has been historically disputed, with the right to vote guaranteed by the Cambodian Constitution and the Universal Declaration of Human Rights. Cambodian overseas residents have contributed to the country's economic development, sending remittances of over $500 per person annually. However, they have been deprived of their basic voting right. During the UNTAC-sponsored election in 1993, overseas Cambodians were granted full right to vote. Many countries allow their citizens abroad to vote, including several in North America, Europe, Asia, and other continents. Cambodia and Vietnam are unique among the 10 Southeast Asian countries for not having voting from abroad. Other countries like the Philippines, Malaysia, and Thailand allow their citizens to vote from overseas. During the 1993 UN-sponsored election, overseas Cambodians were able to vote from their places of residence, such as New York, Sydney, and Paris. The key milestones of the CEROC effort begin in April 2014, when CEROC was established and collected 4,000 petitions for absentee overseas voting. In March 2016, laws proposed by Sun Chai MP were rejected. By November 2017, the opposition party CNRP was dissolved, and free press was shrinking. Elections are set for 2027 and 2028. Thank you. That's part of the first presentation. So thank you, AI. This is AI summary. And we save a lot of time. And I think you comprehend about it comprehensively, understand the point here. We are demanding that Khmer overseas should not be deprived. Right? The right to vote should not be deprived. We are Canadian. I am Canadian too. I can vote abroad in case the election in Canada. I am in Phnom Penh. Maybe I can vote from Phnom Penh, right? But why not? We cannot vote from here. We can vote it. It will be 2028. So there's national election. 2027 there will be communal election. People need to join, but national election is to join. The parliamentary election and prime minister election. So the first topic is here. And I joined the first election in 1996 when I was 18 years old in my high school. And I first joined the democratic movement in that time by casting my ballot. And I understand that Cambridge changed from bullet to ballot. That is the chapter of the history. That you cannot just manipulate the ballot of the people. You must respect the people's conscience of righteousness. So that must be right. We respect the people here. Okay, now the second topic, I don't have slide, but I'll show you here. So this is, thank you Sadine, and thank you everyone. Oh, sorry, thank you. Here you can see, most of that can see, you can see the 1849 and on, you can see generation, and also Nepal, and Italy, South Asia. They are Gen Z, right? The Gen Z is more bravery, more vocal, speaking up. Yeah? The older generation, they talk about PTSD, traumatic syndrome disorder, and trauma. And then we talk about politics, my parent, my grandparent, my aunt, my uncle, who walk away. They don't talk about disabilities. So they can do it anywhere about that. And this one, we try to advocate or take it easy, where overseas citizens as a team. I'm Zakwan, is a team for team. So right now we are campaigning to register the vote, and this is the barcode. And I have it about people today, and yesterday too, to scan it and send it to register, so that we can have our registration lab in
effective because it is kind of online assembly. Waiting for the meeting because most of the assembly that we are going to collect is 80 lawmakers around the world in 9 regions. So Canada, the US, we divide into 3 regions: East, Central, and West. East Coast, Central, and West Coast. And then in South Korea, and in Japan, and also Australia, New Zealand, and Europe. So the whole Europe. So Canada, we divide into 6 member of parliament. So we divide into constituent. 1 is in East Coast here, in Quebec. We have 2 seats on location. And Ontario, 2 seats on location. And Western Canada, British Columbia, Alberta, Regina, Saskatoon, 2 seats. So all together in Canada is 6. So citizens register here will vote according to your national seat, your address, and your location. In the US, we have 40 seats. So this is how we conduct election. And the registration is very easy. Just scan here, put your name, your address, and take your photo ID, the travel license, and submit. And submit. So Mr. Puran is the subcommittee for Canada. We have 10 subcommittee here, and they have done a great job. He does a great job to register. We just started on April 10 until today. We have about 2,000 registrations around the world. And number 1 in Australia. And some people in Australia they register. And we number 2 Canada. So we have to get number 1. So I encourage everyone to register. If you have a question, you can ask him or you can ask me. Or you can just ask him to be the youth president and his colleague. And he also helping with campaigning for the registration. And for the candidate for member assembly, we will start in June 1st for candidate registration. But there are some conditions. If you don't have that in the registration system, you cannot be a candidate. So first, you register, you have to be 25 years old and up. Third, you have to be authentic and it's and lastly, you have to be Cambodian in bloodline, in Cambodian bloodline, so that you have to be a candidate too. This is some criteria that you could be eligible to register as a lawmaker or as a representative. But right now we just campaign for voter registration. And the condition is easy, very easy. You have Canadian bloodline and you can attest 3 questions. Okay, you are Canadian from your parents, from your mother, from your father, or including your foster parent. Is your foster parent or Cambodian or anything Cambodian, you can also register. One of them. So the bloodline is easy, no? When you don't speak Cambodian, that's okay. When you don't speak French, okay. You don't speak English, okay. I think like your wife Cambodian, your husband is Canadian, your husband is Canadian. So bloodline, relationship. This is a civic engagement. Being official and being effective. And online election is conducted very properly. Because we hire a company in the US that is really established in election monitoring. And also protect your privacy and also maintain the data system. I don't know myself, I don't know your document or information from. I am personal, but I don't know. And these, there are some complaints so that I can ask them to give me information. So, research. And yeah, a lot of things to talk about. I hope you have questions, I can answer later. And I have to pass to the speaker. Thank you very much. Thank you very much. Your talk quite clear.
Adam from the International Amnesty Canada Francophone. So this very important person in French. Alors, comme vous pouvez constater, l'Amnesty International va présenter sur le côté francophone du Canada. Alors, voici Monsieur Adam, je vous laisse. Merci beaucoup pour l'introduction. Merci beaucoup aussi pour toutes les personnes qui étaient là avant moi, puis qui m'ont bien expliqué, je pense, le contexte au Cambodge. Ça permet à des gens comme moi qui ne sont pas familiers également du contexte au Cambodge, du contexte politique, de mieux comprendre la situation. Et c'est vraiment le travail qu'Amnesty International essaye de faire aussi. Au niveau de sa mobilisation locale, on travaille sur énormément d'enjeux, que ce soit en Iran, en Amérique du Sud, en Palestine, mais également en Asie du Sud-Est, donc notamment aussi au Cambodge, en Thaïlande. Et ça, on a énormément de militants justement qui s'intéressent aux droits humains dans le monde. C'est un petit peu la mission de base d'Amnesty International, c'est de faire respecter les droits humains à travers le monde, parce que les droits humains, c'est quelque chose de non négociable, peu importe d'où l'on vient, peu importe la couleur de peau, peu importe notre religion, tout le monde doit avoir accès à ces droits-là, qui ont été ratifiés après la Seconde Guerre mondiale dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits humains. Donc, je pense que quelques-uns, comme justement la liberté d'expression, le droit de manifester, le droit d'avoir des élections libres, ce sont des choses qui doivent être partagées dans l'ensemble du monde. Et l'Amnesty International, c'est sa mission de faire respecter ces droits-là, sans rentrer dans des querelles de partis, des querelles religieuses, des querelles de frontières. Notre priorité, c'est que les êtres humains qui vivent sur un territoire voient leurs droits préservés, tout simplement. Donc, une mobilisation locale au cœur d'un mouvement mondial, c'est un petit peu ça qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. C'est comment Amnesty International arrive à mobiliser des gens au Québec, à Montréal, qui peut-être connaissent justement pas du tout la situation au Cambodge, arrivent à se mobiliser pour ce qui se passe en dehors de nos frontières. Et pour commencer, je vais rappeler une des phrases justement de notre fondateur d'Amnesty International, Peter Benenson, qui a dit que lorsque le dernier prisonnier d'opinion aura été libéré, lorsque la dernière salle de torture aura été fermée, et lorsque la Déclaration universelle des droits de l'homme sera devenue une réalité complète pour tous et toutes à travers le monde, alors seulement on pourra dire que notre mission est achevée. Le jour où cette phrase est réalisée, moi ainsi que l'ensemble de mon équipe, on n'a plus de travail et ça serait pour le mieux finalement. Mais malheureusement, depuis quelques années, on a vu des hauts et des bas et on a vu aussi une montée de l'autoritarisme qui se passe de l'autre côté de la frontière aux États-Unis. Et cette chose-là, malheureusement, envoie un message négatif à d'autres régions du monde. On l'a vu notamment au Cambodge, comme M. Lamary l'a présenté. Il y a des choses qui sont tout à fait inacceptables qui se réalisent. Et quand la première puissance au monde se permet aussi des travers sur les droits humains, ça envoie un message à ces autres pays que finalement, ils peuvent agir en toute impunité. Ils peuvent agir justement avec des élections parfois truquées aux dépens de la population, bafouer les droits des manifestants, bafouer le droit de la presse. On l'a vu justement sur plusieurs médias qui ont été coupés, qui ont été tout simplement interdits. Donc, Amnesty International essaie vraiment de pouvoir sensibiliser, puis mobiliser sur ces enjeux-là. Juste un petit peu pour le contexte, donc Amnesty International, c'est un mouvement international donc, de 10 millions de personnes. Amnesty International est présent dans 70 pays, et c'est pas juste une ONG, c'est vraiment un mouvement de masse, un mouvement qui est également dans la rue. Chaque section d'Amnesty a ses propres militants, a ses propres groupes. Au Canada, il y a 2 sections. Il y a la section anglophone avec un bureau à Toronto, et il y a la section francophone avec un bureau à Montréal. Amnesty International Canada francophone, c'est 14 groupes militants donc, qui sont répartis sur l'ensemble du Québec. On en a également du côté de l'Ontario, on en a également en Acadie. Donc pour toutes les personnes franco qui parlent français dans le Canada.
35 groupes scolaires, c'est 1800 jeunes qui sont engagés et c'est 35 000 personnes qui signent chaque année des actions en ligne, donc des pétitions, des envois de lettres, qui nous suivent vraiment de façon régulière. Juste pour un petit peu le côté statistique aussi également, ces 35 000 personnes, en moyenne, réalisent 3 à 4 actions par année. Donc en général, ils ne vont pas se mobiliser juste une fois. Ils vont se mobiliser en ligne à travers des pétitions, puis ensuite, ils vont en signer d'autres, puis ensuite, ils vont venir dans la rue. C'est un petit peu ça le processus qu'on essaie aussi d'installer. C'est qu'une personne reçoit de l'actualité, reçoit une pétition qui va signer par courriel, et on ne veut pas que ça s'arrête là. On veut que ces personnes puissent nous rejoindre dans la rue, parce que comme l'histoire l'a montré, énormément de mouvements sociaux, de rébellions qui ont pu être faites par rapport au pouvoir aussi, se déroulent également dans la rue. Donc, en ligne, c'est une première étape, mais on veut vraiment se mobiliser et être visible physiquement également, car c'est quelque chose de primordial aussi. Amnesty International, il faut le rappeler, c'est un mouvement qui est complètement indépendant financièrement. On ne dépend d'aucune subvention ou d'aide. On est vraiment 100% indépendant du point de vue financier. Ça nous permet d'avoir une certaine liberté de parole, d'avoir moins de compromis politiques également. Et surtout, ça nous permet de pouvoir travailler sur l'ensemble des missions, comme je vous l'ai évoqué juste avant, que ce soit ici localement, par exemple sur les communautés autochtones, mais également sur des sujets qui sont à l'autre bout du monde, comme on va le voir au Cambodge. Là, vous voyez justement une militante qui se trouve dans la rue, qui essaie de faire signer des pétitions, qui essaie de sensibiliser. C'est vraiment notre militantisme, il est vivant, il est concret, il est accessible. On essaie vraiment d'être le plus proche possible des enjeux, parce que les droits humains, comme je l'ai dit, concernent tout le monde. Et à travers les 13 groupes militants qui sont à travers le Canada francophone, on peut être entré géographiquement, mais on peut être entré dans les communautés aussi. Il y a des personnes qui vivent justement, je vais prendre l'exemple de Saint-Jérôme, où on a un groupe militant. Les gens qui vivent à Saint-Jérôme connaissent la réalité de leur ville. Ils connaissent exactement peut-être le boulanger, ils connaissent des personnes qui sont autour d'eux, ils connaissent les écoles, donc ils sont à même de pouvoir partager la mission d'Amnesty et d'entrer dans quelque chose de très local. Eux, ils ont un peu plus d'expertise justement pour pouvoir parler aux gens de leur région. C'est grâce à ça qu'on arrive à se mobiliser localement et qu'on arrive justement à permettre à des personnes qui, je le rappelle, sont 100% bénévoles, qui donnent de leur temps, qui ont souvent peut-être une famille, un travail, et qui vont trouver du temps pour pouvoir se mobiliser, chacun à leur échelle. Et c'est là aussi que j'essaie de mettre l'accent dessus. La mobilisation, chacun peut y trouver le temps qu'il faut. Ça peut être partagé sur les réseaux sociaux, ça peut être en parler autour de soi, dans un dîner de famille, mais ça peut être aussi venir dans une manifestation et après donner au fur et à mesure un peu plus de temps. C'est chacun qui va pouvoir voir le temps qu'il peut consacrer, mais ça va toujours être pour la même mission de préserver les droits humains. Une des choses importantes, on va rester sur cette diapo-là aussi, c'est le côté sensibilisation. Avant de pouvoir amener du monde dans la rue ou à signer des pétitions, il est important de sensibiliser sur les enjeux. Comme l'a fait M. Vanari en nous expliquant le contexte au Cambodge, c'est primordial de savoir quels sont les enjeux avant de pouvoir se mobiliser. C'est ce qu'on essaie de faire dans les écoles notamment. Parce que la prochaine génération, c'est une génération qui doit aussi se construire sur une culture du droit dès le plus jeune âge. Moi j'ai eu l'expérience d'aller dans plusieurs écoles, où je parlais par exemple du droit de manifester, et il y a plusieurs jeunes qui ne savaient pas que c'était un droit. Ils pensaient que justement c'était un acte de rébellion un petit peu d'aller pouvoir manifester. Pareil pour d'autres droits liés à la liberté d'expression. Donc ils n'avaient aucune idée de qu'est-ce qu'ils avaient le droit de faire finalement. Et aussi est-ce que ce droit il est ancré juste au Canada ou c'est quelque chose qui est mondial. C'est là un petit peu le côté sensibilisation permet un petit peu d'éveiller des esprits parce que les jeunes ont beaucoup de questionnements aussi. Pas besoin d'être un expert de géopolitique ou de regarder l'actualité tous les jours forcément pour comprendre qu'il y a des problèmes qui se passent. Il y a énormément de jeunes dans les écoles qui ont beaucoup une anxiété, par exemple sur les enjeux écologiques, qui voient qu'il y a des choses à faire mais ne savent pas par où commencer. Cette sensibilisation dans les écoles, elle permet de les rassurer, mais aussi de répondre à leurs questions et leur dire qu'il y a des moyens de mobilisation qui peuvent se faire à leur échelle. Une des premières
opportunité que va offrir Amnesty International, c'est les comités Amnesty dans les écoles. Ça permet de se rassembler, de partager avec d'autres jeunes qui sont dans la même école et qui partagent le même intérêt, de pouvoir se sensibiliser sur des enjeux qui les intéressent. Ça permet aussi d'avoir un aspect social, de se sentir moins seul dans ces questionnements et dans cette cause aussi. Donc ça peut prendre plusieurs formes, cette mobilisation. On le voit dans les écoles, on le voit dans des conférences comme aujourd'hui, on le voit dans des manifestations, on le voit dans des rassemblements. Et tout ça, ça va permettre d'aller à un seul but, faire préserver les droits humains. Et c'est souvent des gens, j'allais dire, ordinaires, entre guillemets, qui peuvent parfois réaliser des choses extraordinaires. Le fait de recentrer le militantisme autour des personnes, ça permet de dire que moi, avec mon bagage, peu importe d'où je viens, peu importe qui je suis, je peux amener quelque chose et je peux faire une réelle différence. Vous allez voir avec tout à l'heure la présentation de Rata sur Movement Nature Cambodge, c'est des personnes justement qui ont décidé de se mobiliser, mais qui n'étaient pas forcément des militantismes à la base. Ils n'étaient pas forcément militants. Ils ont juste décidé de se concentrer sur un enjeu qui les concernait, puis ils se sont organisés, ils se sont rassemblés, ils ont discuté, ils ont essayé de trouver des solutions, puis ils ont pu, grâce à ça, amener du monde autour d'eux. Et c'est vraiment l'essence même du militantisme, c'est vraiment de pouvoir être rassembleur et de pouvoir aussi discuter un petit peu le même langage finalement. À travers la signature de pétitions, c'est sûr que nous, ça nous aide à faire du plaidoyer politique. Ça nous aide d'un point de vue très concret d'aller mettre la pression sur les décideurs politiques, de mettre une pression au provincial, au fédéral et à l'international. Et ça permet aussi, quand on pose sa signature, de se dire que je fais partie d'un mouvement finalement. Parce que la signature, elle va aider, une fois qu'on va déposer cette pétition, elle va aussi relancer cette mobilisation que les gens peuvent se dire. Quelqu'un va pouvoir en parler autour de soi, va dire j'ai signé une pétition, va pouvoir parler à sa famille qui peut-être ne connaît pas du tout ces enjeux-là, va pouvoir commencer à finalement être un porte-parole pour les droits humains. Et tout ça, ça va commencer par un simple petit geste qui est de donner une signature pour une pétition. Finalement, avoir ce petit geste-là, on le voit également à travers la campagne Écrire ça libère, dont justement Rata a fait partie dans le cadre de Movement Nature Cambodge, Écrire pour les droits. Donc c'est là qu'en fait je vais vous faire le lien entre notre mobilisation au local, on l'a vu à Saint-Jérôme, à Montréal, ici aujourd'hui, mais comment on arrive à avoir cette ampleur internationale. Ce petit geste qui est tout simple, qui est de donner une signature sur une pétition, qui est d'écrire une lettre, fait partie d'un mouvement mondial. Puis là, on se sent déjà beaucoup moins seul. Écrire ça libère, le principe est assez simple, ça va envoyer des lettres de solidarité à des personnes dont les droits humains ont été bafoués. Ça a été le cas de Movement Nature Cambodge qui a fait partie de la campagne cette année, et c'est le cas de nombreuses personnes et de groupes qui depuis plus de 20 ans font partie de cette campagne-là. Écrire ça libère, c'est 75% de libération depuis sa création. En 2025, c'est près de 55 000 cartes qui ont été écrites juste dans le Canada francophone. C'est également 120 marathons qui ont été organisés à travers toute la province et à travers tout le pays. Puis c'est enfin près de 13 ateliers qui ont été donnés dans des écoles. Ces ateliers-là, ça permet de sensibiliser, comme on l'a dit, ça permet de finir avec une action concrète qui va être de poser un geste fort, qui est tout simplement écrire une lettre et qui va rejoindre les 55 000 autres cartes qui ont été écrites au Canada. Et d'un point de vue international, c'est près de 300 000 actions qui ont été réalisées. Et moi, ce que j'insiste vraiment sur cette mobilisation où on va traverser la province pour aller dans plusieurs écoles, pour aller rejoindre des groupes, ça va être juste une petite signature, ça va être un petit mot, ça va être un petit dessin, mais il faut se rendre compte de l'ampleur que ça va prendre quand, justement, il y a quelques jours, on va montrer les boîtes à Rata, toutes les cartes qu'on a reçues. Finalement, c'est près de 7 boîtes pleines qui ont été remplies de cartes à l'international, qui nous viennent du Japon, qui nous viennent de Singapour, qui nous viennent des quatre coins du monde. Puis quand on voit l'ampleur de cette mobilisation, là on se dit franchement que notre geste il compte. Et on le voit de façon concrète en fait, avec les chiffres, 75% de libération. Je sais pas si on va pouvoir voir les cartes.
Et c'est ça, je vais continuer pour vous dire que finalement, cette mobilisation qui est très locale, elle a une ampleur internationale. Parce que ce qui se passe ailleurs, ce qui se passe au Cambodge notamment, ça peut également se passer ici. Il y a énormément de gens qu'on essaie de parler dans la rue, avec qui on parle de la mission d'Amnesty, qui nous disent mais pourquoi ça me concerne de signer une pétition d'un endroit où je ne vais jamais aller, où j'irai sûrement jamais. Déjà, pour deux choses selon moi, parce que justement les droits ne sont pas tout le temps acquis, il est important de les préserver. Donc là, on voit l'ensemble des cartes exactement, donc qui nous viennent. Ça c'est du Mozambique, on vient d'Allemagne, du Royaume-Uni, une grosse boîte aussi qui nous vient du Pays-Bas, et aussi pas mal du Québec. Donc, cette campagne-là, elle dure de novembre à janvier, puis on voit qu'en peu de temps, on peut... Oui, c'est ça. Donc c'est près de 30 000 cartes qui nous montrent que le soutien il vient des 4 coins du monde, mais c'est pas juste aussi du soutien, c'est aussi du plaidoyer politique à travers les signatures de pétitions. Donc tout ça pour dire aussi que beaucoup de gens se demandent pourquoi il est important de soutenir une cause qui est en dehors de nos frontières. Et comme je le disais, pour deux choses, parce que ce qui se passe ailleurs peut également se passer ici. Être conscient de ce qui se passe à l'international, c'est aussi être mieux armé pour préserver nos droits localement. Et c'est aussi à l'ère où on peut voyager à peu près n'importe où, n'importe quand, où il y a du tourisme qui est vraiment mis de façon accessible. C'est important vraiment de pas juste être dans du tourisme où on profite, on va au Cambodge pour ses belles plages, on va dans certains coins du monde pour juste profiter, mais comprendre, c'est essentiel de comprendre quels sont les enjeux politiques qui se déroulent sur place. Ça permet de développer aussi une certaine conscience environnementale, vous allez le voir juste après, et ça permet d'avoir pas juste un tourisme de consommation finalement où on a peu d'intérêt pour ce qui se passe, on est juste là pour consommer, pour profiter, mais savoir que la population locale vit un enjeu politique. Savoir grâce à la présentation de Vanarine quel est l'état des élections, qu'est-ce qui se passe concrètement, qu'est-ce que les gens vivent, à qui je suis en train de parler, avec qui je suis en train de commercer, quelle est leur réalité finalement. Donc ça permet de développer une sensibilisation quand finalement on voyage également. Et aussi parce que le Canada est vraiment une voie internationale. Le Canada a une certaine portée. Donc nous avons un rôle à jouer ici. Nous pouvons mettre de la pression sur nos décideurs politiques, que ce soit au provincial ou au fédéral, mais le Canada peut jouer ce rôle-là, et surtout il doit jouer ce rôle-là avec toutes les conventions qui ont été ratifiées par le Canada. Il est important de rappeler, en tant que citoyen canadien, qu'il y a une obligation morale, éthique, mais aussi une obligation légale, finalement, sur ces enjeux-là. Donc, le but, c'est vraiment d'être vigilant, finalement. Être solidaire à l'international, c'est protéger nos droits ici, c'est protéger nos droits quand on voyage, et ça, en parler autour de nous. Dans une époque où, justement, le réflexe, c'est peut-être de se replier vers soi, d'être de plus en plus individualiste, cette démarche de mobilisation, d'écrire une lettre et d'être solidaire, ça permet vraiment d'avoir une certaine conscience et aussi de montrer qu'on peut s'ouvrir au monde, et pas juste d'un point de vue égoïste, mais vraiment de s'ouvrir au monde dans une certaine sensibilité aussi. Et ça, c'est plus que primordial. Et je vais même aller plus loin, parce que justement, les droits humains, on l'a vu de l'autre côté de la frontière, aux États-Unis, ça peut être chamboulé à tout moment, ça peut virer de bord, c'est des fois long de les faire acquérir dans notre quotidien, mais ça peut être très rapide, le retournement de situation. Donc, juste être sensibilisé, être au courant de nos droits, en parler autour de nous, ça nous permet justement d'être vigilants et d'être mieux préparés. Bon, je vais finir parce que j'ai quand même parlé beaucoup aussi sur la situation de mauvaise nature Cambodge, mais Rata va pouvoir vous expliquer, je pense, plus simplement et de façon plus cohérente sur leurs activités, rentrer plus en détail sur leur travail de militantisme. Et c'est ça, c'est vraiment, je vais aller à la dernière diapo, mais c'est vraiment notre but de mobilisation, c'est de pouvoir rassembler finalement des humains de partout, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur couleur de peau, autour d'une mission qui va être de préserver nos droits et de pouvoir ensemble trouver des solutions, réfléchir
et pouvoir amener ces solutions de façon concrète sur le terrain, mais également dans les lieux de décision. Et ça permet aussi de faire une introduction sur la personne qui va parler juste après moi, sur la mobilisation du point de vue de la jeunesse. Et vous allez voir aussi tout à l'heure avec Ata sur comment le militantisme se construit concrètement. Donc Amnesty International essaye de pouvoir aider l'ensemble de ces mouvements à se construire. Donc, eux, ils savent comment se construire, mais on va leur aider à trouver cette opportunité internationale. Le but des Classes Liberes, c'est de pouvoir donner de la voix à ces mouvements-là et de les faire rayonner à travers le monde. Donc on essaie de mettre notre pierre à l'édifice, mais il faut rendre aussi que l'ensemble du travail des militantismes terrain est réalisé par ces groupes-là. Et Amnesty International donne vraiment beaucoup d'importance à mettre en face sur ces groupes qui s'organisent. Et si du mieux nous pouvons leur donner une voix à l'international, de pouvoir partager leur message et leur mission de protection des droits humains, alors c'est ce que l'Amnesty International va continuer de faire jusqu'au moment où ça va être une mission qui est acquise. Mais le chemin est encore long, donc c'est important de se mobiliser, de venir se sensibiliser comme aujourd'hui et de ressortir de là avec des questionnements, peut-être des solutions, mais les solutions on va les trouver ensemble, puis je pense qu'on a la preuve aujourd'hui des groupes que ces solutions-là, on les trouve ensemble. Merci. Merci. Alors, nous, en tant que l'individu, nous pouvons faire plein de choses à permettre de mobiliser pour une belle cause, une bonne cause. Je me rappelle d'avoir lu Madame, si tu me permets d'avoir ajouté une petite chose. Monsieur Peterson, Benison, je crois, Peter Benison, c'est un avocat. Après avoir entendu juste un mot qui était prononcé par deux étudiants en Portugal, merci. Juste parce que ces deux jeunes étudiants ont toasté de la liberté. Le fait qu'ils ont souligné le mot liberté et sont arrêtés, emprisonnés. Et lui, cet avocat a été très, très touché. Il a écrit et ça fait mobiliser pas seulement la population en Grande-Bretagne, mais dans la planète. Donc, ça permet de libérer ces deux jeunes. Et c'est comme les actions de l'Amnesty International. Ça a permis de libérer plusieurs personnes pour la raison de leur opinion de diverses. Donc, la suivante, nous allons entendre que Saudi va nous parler, nous présenter comment les jeunes peuvent se mobiliser. So the next Saudi is going to talk about how to mobilize to a better life in this planet. We are all different in believing, different in our opinion, but we can live together. So I want to hear what is Saladin going to say, how you can do. Bonjour à toutes, bonjour à tous, mesdames et messieurs, c'est invités. Donc, c'est ça, mon nom c'est Saladin Kay. Juste pour vous mettre en contexte un peu, c'est ma première fois en tant que conférencier, donc je ne sais pas comment ça va se donner. J'espère que ça va bien aller. Quoi de mieux pour la première fois de faire ça dans une pagode? Je trouve que c'est quand même un symbole pour le commencement. Donc, pour moi, j'espère que ça va bien aller. Donc,
au Canada, qui est GCYN, comme vous voyez le logo ici. En anglais, ça s'appelle Global Cambodian Youth Network. Mais aussi, en tant que jeune, en tant que partie de cette génération qui refuse de rester silencieuse. C'est ça, donc ça c'est des photos, en tout cas, je vais vous dire en temps et lieu. Donc, c'est un immense honneur pour moi d'être ici parmi vous. Le GCYN n'est pas seulement une organisation, c'est un mouvement. GCYN est né en 2021, porté par une idée simple, mais puissante. Rassembler la jeunesse cambodgienne partout dans le monde pour construire un avenir meilleur. Dans le fond, nous, au Canada, il existe à travers le monde. Le Canada, ça fait juste, je dirais, 6 mois que ça existe parce qu'on a eu le certificat de constitution le 4 novembre 2025. Donc, jusqu'à maintenant, ça fait presque 6 mois. On a eu un certificat auprès de la constitution. Aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, nous sommes présents aux États-Unis, en Australie, au Canada, au Japon, en Corée du Sud, en Thaïlande, en Malaisie, au Cambodge, bien sûr, et en Europe. Donc, qu'est-ce que vous voyez tout à l'heure, c'est ça. Ça, c'est des photos. Ça, c'est tous les autres membres à travers le monde qui sont dans le GCYN. Donc, en tout, c'est à peu près 800. On est 800 membres à travers le monde. Dans le fond, 800 voix, mais surtout une seule vision. Une vision de justice, une vision de liberté, et une vision de démocratie. Ça c'est en Malaisie et ainsi de suite, c'est ça. Donc, parce que soyons clairs, un pays ne peut pas avancer sans liberté. Un peuple ne peut pas s'épanouir sans justice. Et une jeunesse ne peut pas grandir sans espoir. Alors, que faisons-nous? Alors, nous agissons. Nous agissons dans le domaine social. Parce que l'éducation n'est pas le luxe, c'est une nécessité. Parce que former les jeunes, c'est former l'avenir. Parce qu'un jeune éduqué est un jeune libre. Nous renforçons les capacités. Nous soutenons nos communautés. Nous menons des actions humanitaires. À la fin, il va y avoir une vidéo, probablement vous allez voir, il y a de l'aide humanitaire. C'est-à-dire que, en tout cas, je vais vous expliquer un peu dans cette vidéo. Et surtout, nous croyons à une chose, qu'aucune société ne peut progresser si sa jeunesse est ignorée. Mais nous ne l'arrêtons pas là. Nous agissons aussi dans le domaine politique. Politique. Hein? Des fois, on entend le mot politique, on dit, OK, mais oui, il faut en parler. Donc, oui, la politique. Et il est temps de dire clairement, la politique n'est pas être un sujet de peur. La politique ne doit pas être un outil de division. La politique doit être un espace de dialogue, qu'on puisse dialoguer. C'est de cette façon-là qu'on peut s'avancer, qu'on peut avoir une bonne relation. OK? Donc, c'est ça. Un espace de responsabilité, un espace de service, nous sensibilisons les jeunes à leurs droits. Mais aussi à la responsabilité, parce que la démocratie ne vit pas seule. Elle vit à travers la participation, elle vit à travers le courage, elle vit à travers l'engagement. Nos objectifs sont clairs. Former une nouvelle génération de leaders, des leaders compétents, des leaders responsables, des leaders courageux. Construire une société où chacun est égal devant la loi. Hein? Ça, c'est vrai. Construire une société que tout le monde peut respecter la loi. Pas juste, qu'est-ce qui se passe au Cambodge, c'est vraiment loin de là. Donc, une société où la justice n'est pas un privilège, mais un droit. Donner une voix aux jeunes, pas une voix symbolique, une vraie voix. Une voix qui compte, une voix qui agit. Mais laissez-moi vous dire quelque chose d'essentiel. Une vision sans action, c'est un rêve.
un rêve, et nous ne sommes pas ici pour le rêver. Nous sommes ici pour agir. Alors, je vais vous poser une question. Si ce n'est pas nous, qui? Si ce n'est pas maintenant, quand? Ne restez pas silencieux. Ne regardez pas votre avenir passer devant vous. Levez-vous, engagez-vous, apprenez, grandissez et osez. Osez penser différemment. Osez parler. Osez agir. Parce que chaque voix compte. Parce que chaque action compte. Parce que chaque d'entre vous compte. L'avenir de notre nation ne sera pas décidé par une seule personne, ni par un seul groupe. Il sera décidé par nous tous. Alors, avancez ensemble avec solidarité, avec honnêteté, avec courage. Vive les forces démocratiques. Vive la jeunesse courageuse de JCYM. Dans le fond, qu'est-ce qu'on est avec nous, dans le fond, le lien avec, mettons, Mother Nature, dans le fond. En réalité, c'est que JCYM et Mother Nature partagent une même cause. C'est-à-dire, servir le Cambodge. Nos combats prennent des formes différentes. L'un défend l'environnement, l'autre défend la valeur démocratique. Mais notre objectif final reste le même. Construire un avenir meilleur pour le peuple cambodgien. Donc, c'est ça. Donc ça c'est les photos. Ça, c'est toutes des membres qui sont de chaque pays. Comme là, c'est l'Australie. Aux États-Unis, comme vous voyez. Puis, est-ce que vous pouvez arrêter? Il y a des photos là. Je vais juste vous montrer, ça c'est le nom USA, reculé. Lui, c'est notre président. C'est là-bas, son nom c'est Sobhan Larry. Oui, c'est notre président. Il reste aux États-Unis. Et ça, c'est des activités des fois, qu'est-ce qu'on fait? Ça s'appelle learning. On éduque, on apprend. On prend une journée ensemble à s'amuser, mais on apprend en même temps. Donc, ça c'est ça. Donc, ça se passe aux États-Unis, puis il y aura d'autres photos, si vous pouvez avancer. Ça, c'est en Australie, tous les membres, vous voyez. Ça, c'est au Japon. Le monde se rassemble, il y a différents événements, puis on se rassemble. Ça, c'est en Thaïlande. Il y a quand même beaucoup de membres en Thaïlande aussi. Ça, c'est nous autres ici au Canada. Voilà, moi, j'étais au Palais Congrès, rencontré des députés, avec, je sais pas si vous voyez, Mego Souhait, elle, c'est la présidente de KMD, Khmer Movement Democracy. C'est elle. Dans le fond, on travaille conjointement avec le mouvement KMD et le Khmer Democracy, Khmer Movement. Ensuite, ça c'est en Malaisie. Les membres de G7 en Malaisie. Ça, c'est en Corée du Sud, avec une manifestation. Donc, il y aura une petite vidéo, juste montrer une petite vidéo pour à la fin. Tí máu á. Tí máu, chắc tí máu à. Quay lại. Đấy. Ça, c'est le président. Ça, c'est pas mal des manifestations qu'on fait à travers le monde, et ça, c'est aux États-Unis. En Australie. Ça, c'est pendant la guerre. Je crois que c'est la deuxième fois qu'il y a eu la guerre avec la Thaïlande. Il y a eu de l'aide humanitaire. Notre groupe a descendu, on a aidé, on a donné de la nourriture, on a donné des manteaux, des vêtements pour les soutenir. Donc, ouais, c'est ça, dans le fond, nous, c'est ça qu'on agit, c'est ça qu'on fait en tant que mouvement. On
essaye de montrer le modèle, surtout les jeunes Cambodgiens qui n'ont pas de bois. Donc, c'est à nous de montrer qu'on peut se lever encore, qu'on est capable de contrer contre le régime et aussi de montrer que nous autres, de l'extérieur, on n'est pas silencieux face au régime. Donc, c'est pour ça que le mouvement existe, surtout les jeunes, parce que les jeunes, c'est la prochaine génération. C'est nous autres qui va prendre comment je peux dire, le flambeau. C'est nous qui va, c'est le prochain leader. Donc, c'est pour ça que nous assistons maintenant, nous rassemblons ensemble à travers le monde, pas juste le Canada, comme je vous dis, c'est à travers le monde. Et on espère l'avancer le mieux qu'on peut, puis on travaille soigneusement, on respecte. Qu'est-ce que je dis par là, c'est que oui, on n'est pas une partie politique, mais on en parle, on en jase, on discute quand même pour la cause, pour le pays, le Cambodge. Donc, c'est pour ça qu'on est là, mobilisé pour vraiment le Cambodge. Donc, je vous remercie sincèrement d'être venu aujourd'hui. Merci tout le monde. Merci pour votre temps précieux et pour votre soutien. Merci beaucoup. Merci, Sabine, c'est très apprécié. C'est la politique, c'est pas la politique, ce sont des règles, ce sont des façons de vivre ensemble. La politique, c'est dans le quotidien, dans le vie de couple, dans le vie familiale, dans l'organisation. Ok, ôi món nó nhỏ C'est la communication, c'est de trouver le point commun dans notre diversité. C'est très bien dit, c'est très bien résumé. Et merci nos 4 présentateurs. Mais ce n'est pas terminé. It's not end yet. We're going to take a break, only 10 minutes. Even if it is 20 minutes, but we start quite late. So we're going to take only 10 minutes and then we're going to talk. That is Sunraka, Mother Nature, very important, very crucial topic that's going to inform us what is going on in Cambodia. But please don't cry. Okay. If you cry, I'm sure the pagoda has plenty of tissue. So please take a break and see there is some snack and come back in 10 minutes, please. Ôi, chọc cái này. Les cafés sont ici. Les cafés sont ici, là, si tu veux avoir des cafés, après ça, les snacks sont là-bas. Là, quand j'ai fini, j'ai vu ici, ça s'est fini ici. Des fois, il commence à alors, bon, ça, kelas tu, baik tu. Entah kelas tu mau nak kelas. Sebelah. Bah. Okey. Aku mau. Ya.
យកមកអត់ទាន់ហ៊ានចុចទីនេះណា អូអត់អីទេនឹងថតស្នេកឆ្ងាញ់បាទជាពិសេសជាពិសេសនំខ្មែរល្អនំខ្មែរឆ្ងាញ់